Les instigateurs, épisode numéro 9. Aujourd'hui, on vous parle de comment transitionner du 8 à 4 à entrepreneur à plein temps. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu Dumont, le survivant. Oui, le terme est très bon présentement, comme vous l'entendez. Pas la meilleure des santé, mais on est fatigué, mais on est là, comme qu'on dit. J'aurais dû dire que je faisais le show avec Éric Lapointe aujourd'hui. Ça aurait passé. Écoute, conte-nous ça, t'es malade, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pourrais pas dire, en fait, mon guess, c'est que l'enfant rentre à la garderie et comme toutes les personnes qui ont des petites familles m'ont averti que ça allait arriver. Bon, mais je fais juste rattraper ce que l'enfant ramène. Donc, on va voir. Ça fait une semaine. Je pense que je commence à être sur la bonne voie de récupération. Donc, on va voir. Mais pour l'instant, hyper congestionné encore. Donc, désolé si je sonne comme une canne. Ce n'est pas le micro. Ce n'est pas le setup qu'on a. C'est vraiment ma tête qui est pleine. Oui, chers auditeurs, Mathieu Dumont est humain. Il n'est pas fait seulement de métal et de cuir. Ça me fait tellement mal de l'admettre, là, mais oui, des fois, il faut être humain, ça a de l'air. Écoute, j'en ai pogné une aussi cet été, là, je suis jamais malade non plus, là, puis écoute, je me lamentais, là, c'était tellement drôle, là, je me lamentais, tu sais, une grippe d'homme, là, mais là, je suis comme, tu sais, on ferait des annonces pour des grippes d'hommes, je serais pas mal le gars à faire les annonces, là, je me lamentais, puis ma femme, j'étais comme, faut que j'aille à l'urgence, j'étais comme, non, c'est juste normal, t'es juste malade, j'étais comme, ok, c'est ça. En tout cas, on va essayer de te faire toffer pour cet épisode ici, mon chum. Pas inquiet. On va parler de la transition du 9 à 4 ou du side hustle vers le plein temps en entrepreneuriat. C'était une question qu'on a reçue de nos auditeurs cette semaine et on s'est dit bon, on va enregistrer un petit podcast là-dessus parce que il y a beaucoup c'est une question qu'on a énormément, surtout dans les personnes qui veulent entrer en entrepreneuriat ou qui sont un petit peu qui ont un side hustle, donc une business un petit peu sur le côté et qui aimerait en faire un plein temps. Donc on va vous guider un petit peu dans ce processus-là. Es-tu passé toi, Mathieu, dans ce processus-là de transition comme part-time à full-time ou tu as été direct full-time? Non, j'ai passé par la transition, puis j'ai aidé des personnes à faire la transition aussi. C'est moi pareil, et puis ça a été une expérience, c'était vraiment une expérience intéressante. Et puis je sais pas si le timing a fait en sorte que ça s'est bien passé, mais ça s'est transformé en cauchemar aussi pour certaines personnes. Moi, je pense que la première chose qu'on pourrait conseiller à ces personnes-là qui sont dans cette transition, ce serait justement de peut-être pas quitter votre job avant d'avoir peut-être cette validation-là. Parce que je vois on entend beaucoup ça, hein? Ah oui, follow your dreams, suivre nos rêves, faire le grand plongeon la tête première. Mais le problème, c'est que si vous savez pas nécessairement ce que vous faites, comment est-ce que vous allez survivre peut-être? Et souvent, on part d'une idée, d'un rêve, d'une motivation, sans nécessairement avoir, ou peut-être sous-estimer ce que ça prend pour en faire un plein temps. Le danger avec ça, c'est quand on démarre une entreprise ou qu'on s'enligne à faire le saut, c'est qu'on est énormément dans l'émotion. Tu sais, je le dis souvent, moi, ma force, c'est que j'en ai pas d'émotion. Puis je pense que c'est ce qui m'a aidé au travers des années à justement bien gérer, puis en même temps d'avoir le luxe de le faire de plusieurs façons différentes, je vais le dire comme ça. Mais si je regarde, mettons, les personnes que j'ai aidées au courant des dernières années à faire le saut, déjà, dès la première rencontre, je suis capable facilement de voir qui est en bonne position de le faire et qui a
des années d'attente encore, là. Donc, tu sais, souvent, lorsqu'on on commence à considérer soit qu'on a un projet, mais on n'a pas d'entreprise encore. On a fait un petit peu, on a couvert un peu le sujet avec dans le passé, avec l'état de l'entrepreneuriat, mais tu sais, il faut faire une distinction tout de suite à où est-ce que vous en êtes dans votre processus. Est-ce que vous avez seulement une idée entrepreneuriale ou est-ce que vous avez un side hustle où est-ce que déjà vous avez quelques clients, quelques produits, tranquillement, vous commencez à positionner vos systèmes. Donc, votre point de départ, c'est important de vraiment faire une espèce de reality check, un inventaire de quelle est votre réalité présentement, puis où est-ce que vous en êtes. Mais c'est important de, très tôt dans le processus, essayer de justement enlever toute la notion émotive de votre réflexion. Donc, c'est important d'être émotif et passionné lorsqu'on donne un service, lorsqu'on est en méthode de création. Mais lorsqu'on est en mode un petit peu plus gestion, planification stratégique d'une entreprise, il n'y a pas de place à l'émotion. L'émotion, c'est le pire ennemi d'un entrepreneur. C'est ce qui va vous faire perdre vos priorités, perdre votre focus. Donc, vous allez être un petit peu plus vous allez toujours tomber dans un mode réactif. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais de justement être capable de prendre un pas de recul, puis mais avant de faire un saut, avant même de le considérer, est-ce que j'ai validé mon positionnement dans le marché? Est-ce que j'ai validé si ce que je vise à offrir, les gens veulent le consommer? Est-ce que j'ai un coussin financier? Donc, il y a vraiment plusieurs petits aspects qui sont super importants à bien prévoir avant de faire le saut. Comme tu l'as mentionné, oui, il y a plusieurs personnes qui vont dire « follow your dream », puis tu sais, c'est un speech, c'est un discours qui est super inspirant, mais en même temps, c'est pas parce que follow your dream ne veut pas dire fais-le les yeux fermés puis tu vas voir la magie de la vie va apparaître. Il y a pas faut essayer de sortir un petit peu des unicorns puis des arcs-en-ciel là. La dure réalité est faire des affaires, c'est très difficile. Ceux qui le font à temps plein, même eux ont de la difficulté, ont des défis. Donc tu ne peux pas prendre ça à la légère. C'est une transition majeure dans la vie. Non, c'est vrai. Et puis, on tombe beaucoup, c'est un gros dilemme. Hein? On tombe, tu sais, passion versus skills. Tu sais, on tombe peut-être dans le dilemme de, OK, mais comment est-ce que je fais? Est-ce que je dois suivre ma passion? Est-ce que je dois suivre peut-être mes forces? Et là, il y a le dilemme un petit peu. Comme tu as dit, peut-être la meilleure façon, c'est d'avoir une certaine validation. Donc, si vous n'avez pas encore de side hustle, même encore pas de clients, ce serait peut-être une bonne idée justement d'en faire un side hustle, de faire une business à côté. Quand on parle de side hustle, c'est une business, si tu veux, à temps partiel. Et de commencer à avoir la validation. Et là, si on commence à voir, oh, OK, wow, là, j'ai un roulement, là, je commence peut-être à remplacer une partie de mon salaire actuellement, là, c'est peut-être le temps de commencer à en mettre de côté déjà parce que l'aspect financier est super important et puis de commencer à voir comment est-ce que je peux réinvestir dans cette entreprise-là, la faire grossir, etc. Ça a été, en rentrant dans l'anecdote, mais quand j'ai monté ma première compagnie, qui est une business qui a été basée sur une de mes passions, qui était dans le temps, qui était le santé fitness, le bodybuilding. Et pendant un certain temps, j'avais justement un emploi qui était super bien rémunéré. Et à un moment, j'ai commencé petit à petit à avoir du succès en ligne. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, là, j'en fais assez où je peux faire le leap, faire le saut. Donc, j'en avais ramassé déjà assez. J'en avais ramassé un petit coussin de mes savings qui était assez pour à peu près 1 an. Et je m'étais dit, si après 1 an, j'ai pas réussi, écoute, je me retrouverai quelque chose on the side, mais l'important, c'était pour moi de commencer à remplacer mon salaire mon salaire, le même salaire que j'avais. Mais j'avais déjà des clients, j'avais des choses comme ça. J'avais déjà un roulement, si tu veux. Donc, le côté financier n'est pas négligé. L'argent, comme tu as dit, il ne va pas tomber du ciel parce qu'on s'est décidé de se lancer en affaires. Donc, là, c'est une réalité que les gens ne savent pas. Ils sont pas rares, les entrepreneurs qui ne se verseront pas de salaire durant les premières années pour réinjecter dans la business. Donc, tu sais, quand je parle de regarder c'est quoi votre point de départ, c'est quoi votre contexte? Est-ce que vous voulez lever une business lifestyle? Est-ce que vous êtes seul dans votre projet de business? Est-ce que c'est une business où vous allez avoir besoin de financement externe et financement par des institutions? Donc, vraiment, votre contexte va avoir un impact majeur sur la stratégie à mettre en place. Mais minimalement, si vous avez un objectif de, mettons, présentement, un client A fait, je sais pas, 80 000 $ par année et veut faire une stratégie pour aller dans son entreprise
et ne pas perdre de qualité de vie. Souvent, c'est un des critères qu'on me demande lorsqu'on j'embarque dans un projet, justement, d'abord, mais peux-tu m'aider dans la transition? Mais de façon très réaliste, moi, je ne pense pas que c'est réaliste de penser comme ça, de dire, bon, mais tu vas être capable de faire le switch sans, pendant une période déterminée, parce qu'il ne faut pas que ce soit éternel, mais accepter que, justement, même, tu vas devoir avoir une perte de qualité de vie parce que va falloir que tu peux faire le choix. Tu peux, oui, décider de te reverser du salaire, mais ralentir la croissance de ta business, ou de te boucher le nez. Puis ralentir son rythme de vie ne veut pas dire être misérable. Il y a moyen de trouver un entre-deux. Oh ouais. Mais minimalement, être dans une position où tu peux réinjecter le plus d'argent dans ton entreprise pour améliorer ton positionnement, ta présentation, ta crédibilité. Donc, il y a vraiment plusieurs facettes à une entreprise qui méritent tous de l'amour au début. Donc, plus que tu es capable d'en réinjecter et de essentiellement t'en priver, mais le mieux ça va être et ça va être plus bénéfique pour ta business, là. Non, ça c'est certain. Et puis, je pense qu'il y a peut-être le rêve que l'entreprise va nous amener, cette liberté-là qu'on recherche. C'est certain que les premiers temps, vous allez devoir il va devoir avoir un sacrifice à faire d'une certaine façon, que ce soit au niveau lifestyle, que ce soit au niveau financier, etc. Vous allez devoir le faire. Et c'est peut-être quelque chose que les gens ou les jeunes entrepreneurs ne voient pas ou sous-estiment. Tu sais, je parlais tout à l'heure de sous-estimer un petit peu la charge, la charge pour commencer. C'est certain qu'il va falloir mettre beaucoup de temps parce que l'argent, nécessairement, on n'a pas quand on commence. Donc, il va falloir mettre majoritairement son temps. Et comme tu as dit, est-ce que je me paye ou est-ce que j'investis dans la croissance de l'entreprise? Et souvent, une des grosses erreurs quand on commence, c'est qu'on va prendre ce qu'on fait, donc l'argent de la compagnie pour notre argent personnel. On va dire, wow, j'ai fait, mon premier quarter, j'ai fait 50 000 piastres, tu sais. C'est ton premier trimestre, donc ça te revient après, à 200 000 par année. Puis là, tu vas te dire, hey, je fly, tu sais, ça va bien. Mais là, tu te rends pas compte que pour investir dans la croissance, il va falloir pour que ta compagnie grossisse, il va falloir que tu investisses dans différentes choses. Peut-être dans du staff, peut-être dans de l'innovation, dans des softwares, you name it. Donc, c'est de garder justement ce coussin-là qui est assez difficile au début quand on l'a. Les taxes, les impôts, souvent on n'y pense pas quand on passe de salarié. Taxes, impôts, à compte provisionnel, le fonds de sécurité, le fonds de secours. Donc non, il y a beaucoup de coussins qu'il faut avoir. Ouais. Ça, c'est gros aussi. Comme tu sais, quand tu travailles du 9 à 4, est-ce qu'on doit s'incorporer ou pas s'incorporer? Tu sais, il y a beaucoup de monde. Je vois, il y a deux types d'entrepreneurs, je trouve, dans la transition. Il y a ceux qui vont être surpréparés. Donc, ils vont s'incorporer, ils vont tout faire, etc., alors qu'ils n'ont pas nécessairement de concept validé. Et il y a ceux qui ont Même avec concept validé, tu sais, mettons, tu as fait un petit peu tantôt référence à s'identifier, mettons, au-delà de ce qu'on fait, puis de vraiment comme retravailler son positionnement. Arrêter de chercher, une erreur que je vois beaucoup, c'est arrêter de courir après les titres. C'est une erreur de débutant, je trouve, mais comme le titre, on leur a dit qu'il y a des personnes qui vont gagner en confiance par le simple fait que leur business est incorporé. J'ai quelques anciens clients qui, malgré le fait que financièrement, ce n'était pas une nécessité, ce n'était pas une priorité, puis même, je pense que financièrement, ce n'était pas leur avantage, vu la nature et la grosseur de business qu'il y avait. Eux, au jour 1, sont allés s'incorporer. Pourquoi? Parce que ça sonne big, ça sonne crédible. Non! C'est malheureusement, c'est des coûts qui sont quand même importants lorsqu'on starte une business. C'est pas, vous n'allez pas vous mettre en faillite à cause d'une corporation. Mais corporation, dépendamment de votre business, mais assez standard, 1500$, c'est réaliste. Mais quand même, c'est un 1500$ qui aurait pu être utilisé dans un logo meilleur de qualité, de la publicité ou quoi que ce soit. Donc, c'est des mauvais investissements qui font que, des fois, des projets très intéressants d'entreprise vont durer 12, 18 mois et mettre fin parce que, justement, ils vont avoir brûlé tout le coussin financier qu'il y avait sur des mauvaises priorités. Ouais. Et ça va dépendre. C'est tellement, comme tu as dit, c'est tellement... Cherchez de l'aide. Allez demander de l'aide à quelqu'un qui va vous dire, OK, est-ce que je dois m'incorporer? Est-ce que je devrais pas m'incorporer? Est-ce que je garde? Est-ce que je reste en tant que, comment est-ce qu'on dit, sole proprietor, comme... qu'est-ce que la traduction en français, sole proprietor, comme travailleur indépendant. Okay. Parce que des fois, on peut être un travailleur indépendant et puis pas nécessairement, on va besoin de s'incorporer et puis
écoute, on est assez lean comme business, donc il n'y a pas de problème. Moi, ça m'a pris, je pense, 2 ans avant de m'incorporer la première fois, parce que ça faisait du sens après de m'incorporer, me sortir un salaire, des dividendes, des choses comme ça, on avait du monde. Mais moi, de mon côté, une business qui est, mettons, quelqu'un qui se lance à son compte puis qui ne génère pas, mettons, 80 000 par année, il n'y a aucune raison d'avoir cette discussion-là. Là. Mais même, ça dépend combien, ça dépend de tes dépenses, tu peux même faire un peu plus, etc. Donc, il y a certains avantages aussi, des fois, être un propriétaire unique et puis d'avoir sa propre petite business. Donc, c'est certain, comme tu as dit, il faut mettre un petit peu l'ego de côté et puis pas nécessairement aller parce qu'on a le titre de on a le titre de CEO. Attends, quand on dit CEO, ça là, écoute, on l'abuse. Moi, j'en ai déjà abusé de ce titre-là. Mais la vérité est que quand tu as une business ou une petite business ou que t'es pas une grosse corporation qui fait... T'es pas le CEO, t'es le janitor, t'es le concierge de luxe. OK, on va rester humble. Rester humble, vous n'êtes pas président. Si t'as pas le board, si t'as pas un board, OK, si t'as pas de board dans ta business, t'es pas le CEO. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que c'est cool, c'est sexy, mais la réalité, elle est que... Puis la vérité, c'est que tout le monde s'en fout. On en a rien à foutre que ta business soit incorporée ou pas incorporée. Tu sais, moi, me semble que je sais pas, la question n'arrive jamais que ta business, tu incorporé ou pas incorporé ou quel statut social. C'est pas de leurs affaires, de toute façon. Ils n'ont pas à le savoir. C'est une décision fiscale. Ouais, exactement. C'est une décision fiscale. Donc, demandez à votre comptable ou demandez l'avis d'un expert avant de vous lancer puis de vous surpréparer. Mais ça arrive aussi de l'autre sens, où les personnes ne sont pas assez préparées, où ils n'anticipent pas la croissance de l'entreprise, ils n'anticipent pas le fait qu'ils doivent se garder de l'argent pour les impôts, des choses comme ça, et puis ils arrivent au bout de 2 ans, puis oh ben merde, je sais pas combien au fisc, et ben ils se retrouvent financièrement, si tu veux, un petit peu dans le caca à ce moment-là. Donc, faut pas... Vas-y, excuse-moi. C'est super triste parce que les ressources sont sont très abondantes, peu chères, faciles d'accès. Donc, aujourd'hui, démarrer une business, il n'y a pas de raison de ne pas savoir comment s'y prendre. Que ce soit, de mon point de vue, minimalement, là, un investissement qui est obligatoire et juste logique à mon sens, mais c'est très stratégique, vous payez une rencontre de 1 heure, 2 heures avec un fiscaliste ou minimalement un comptable. C'est-à-dire, voici mon projet, voici les grandes lignes, voici l'écosystème, voici comment je compte générer des revenus, mon type de dépenses, quel type d'enregistrement ferait le plus de sens pour ma business, juste d'un point de vue légal. Donc, tu sais, faut quand même vraiment scinder la portion, justement, juridique, légale, organigramme de votre business, et après ça, plus les côtés des opérations. Donc, payez-vous une rencontre avec un fiscaliste pour voir au niveau des impôts comment ça fait le plus de sens. Ensuite, peut-être, allez-vous chercher une rencontre avec un avocat. Bon, mais légalement, quelles sont mes obligations pour me protéger moi, protéger mes clients? Donc, il y a plein d'experts, soit vous pouvez le faire de façon individuelle, ou il y a des organismes qui existent, que je pense, mettons, à la clinique d'aide à l'entrepreneuriat du Québec, la CAEQ, dans le fond, qui est comme, justement, regroupement d'experts ou, finalement, des ressources qui vont être capables de vous diriger dans les bonnes personnes ou les bonnes organisations, en plus de vous porter des conseils on the spot sur toutes les questions que vous avez. Donc, tu sais, je veux dire, lever une business in the black, là, mettons, vraiment sans savoir quoi faire à l'aveugle, il n'y a plus de raison. Si quelqu'un fait ça, malheureusement, il y en a encore qui le font. C'est de l'insouciance. C'est de la pensée magique. Je sais pas, je trouve ça irresponsable. Non, puis c'est vrai, tu peux tellement engager des personnes, si tu veux, à l'heure ou peu importe. Maintenant, les réseaux, tu peux aller sur un appel avec n'importe qui très rapidement en payant de l'heure. Donc, vraiment, les réseaux sont ouverts. Et vraiment d'être clair par rapport à sa destination. Qu'est-ce qu'on veut par rapport à sa business? OK? Est-ce qu'on veut un lifestyle? Quel type de business on veut? Et à partir de là, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est de regarder, si tu veux, au niveau stratégique, où on veut aller et de reverse engineer point par point, si tu veux. Parce que souvent, quand on se lance, on fait que de l'opération, on fait que de la production. Oui, mais on va sous-estimer le besoin, si tu veux, de production d'une business. Donc, soyez clair par rapport à, OK, voici le nombre d'efforts que je dois mettre dans cette business-là, d'être stratégique par rapport au niveau finance, parce qu'il y en a beaucoup, comme tu dis, qui vont se lancer et ils vont faire des choses, ils vont être très actifs, il y aura beaucoup d'activité, mais très peu de productivité. Donc, soyez très clair par rapport au niveau monétaire. Voici ce que je fais, c'est stratégique, voici combien d'argent je peux faire avec ça.
Et à partir de là, on rentre dans... C'est plus facile. Donc, si vous enlevez le côté financier ou stress financier ou pression financière dès le départ, vous partez déjà avec quand même une longueur d'avance. Parce que sinon, vous jouez du rattrapage. Donc, si vous vous mettez une énorme pression financière dès le départ, là, vous courez après votre queue. Et le problème, c'est que on va faire des décisions qui sont basées seulement sur l'argent, seulement sur des décisions peut-être de pression. Et là, c'est là qu'on va faire de mauvaises décisions d'affaires. Puis, c'est une façon aussi, je trouve, ça c'est quelques exemples, mettons, que j'ai vus dans les dernières années, de devenir otage d'un side hustle. Donc, tu sais, la technique maintenant de dire, bon, mais je travaille d'un 8 à 4, je vais démarrer mon projet sur mon temps personnel, on va aller chercher quelques premiers clients, commencer à générer des sous, ça commence à être intéressant. Puis, on tombe tellement rapidement, justement, parce que souvent, on a l'impression que c'est un side hustle, je dois pas tant que ça réfléchir à la gestion puis la vision de ma business. Pour l'instant, je dois aller me chercher des clients, puis quand ça sera assez rentable, je ferai le switch et là, j'y penserai. Mais le danger avec ça, c'est qu'on se ramasse avec une charge de clients, des obligations qui vont vous prendre tout votre temps. Puis vous allez vous ramasser sans vous en rendre compte dans une position où même si je voulais le faire, j'ai plus le temps. Parce que j'ai des commandes qui rentrent sur mon site web, je dois les créer, je dois les pousser, j'ai mon 9 à 4 et malheureusement, dans d'une mauvaise planification, justement, de transition, puis je fais un rappel, mettons, à l'épisode qu'on a fait sur la santé mentale, une mauvaise stratégie de transition peut vous amener vers un burn-out. T'sais, moi, je sais que, justement, dans une de mes business, je l'ai vendu parce que j'ai mal géré la transition. Ouais. J'étais pas dans une place où financièrement, j'aurais pu quitter mon emploi n'importe quand. Je générais plus d'argent avec mon entreprise qu'avec mon emploi de salarié à ce moment-là. Aucun problème. Mais j'étais pas prêt à faire le saut encore. Puis encore à ce jour, je peux pas te dire pourquoi. Je sais pas si c'est par orgueil ou quoi que ce soit, mais minimalement, c'est que là, tu te ramasses dans une position où je suis pas prêt à la lâcher, mais en même temps, j'ai tellement vendu et je suis tellement dans la production que j'ai pas le temps de gérer la business, j'ai pas le temps de gérer la croissance, je suis juste gérer des feux que j'ai allumé moi-même par une mauvaise planification. Donc, le but est de vous amener à faire un switch du 9 à 4 vers une entreprise, pas juste vous ramasser à faire du 9 à 4 et une entreprise. Vous allez vous mettre sur le dos. Donc, c'est important de justement comme identifier, OK, quels sont les milestones, les points où est-ce que c'est avec peut-être un volume de vente? Est-ce que c'est par un volume juste de clients? Donc, enlever la notion financière des fois, parce que justement, il y a des personnes qui n'ont pas une bonne relation avec l'argent, donc peut-être justement prendre une position un petit peu plus intermédiaire et de dire mes objectifs ne seront pas financiers, mais vont être logiquement, si j'ai 100 clients, ça devrait être assez pour dire que financièrement, ça fait du sens. Et de là, de dire, mais à partir de quand est-ce que je m'oblige à outsourcer mon administration? Ma tenue de livre. C'est ça, là, tu rentres vraiment dans une belle transition mentale à faire, surtout sur des personnes qui ont un side hustle qui fonctionne, qui commencent à avoir des ventes. Là, il faut commencer à regarder, OK, je suis pas juste un vendeur, je suis pas juste un marketeur, je suis un gestionnaire. OK? Donc, c'est savoir sa place dans l'entreprise. Et puis là, commencer à développer des systèmes opérationnels, des systèmes de gestion, avoir de l'aide aussi par rapport à ça pour pouvoir avoir une entreprise qui fonctionne. Et ça, c'est une des grosses transitions qui arrive, je te dirais, dans le fait de devenir un vrai entrepreneur. C'est que souvent, la business, on va la commencer avec notre drive, on va avoir un produit ou un service qui marche. Mais ensuite, on se rend compte que c'est pas juste ça, là, c'est pas juste ça. Il y a aussi le fait de runner la business. Si tu runs pas ta business, c'est ta business qui va te runner. Et puis c'est un petit peu, tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça c'est un petit peu ça qui manque à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, aller chercher ces personnes-là. Et aussi, un shortcut qui est, à mon avis, le meilleur shortcut, c'est aller demander du soutien ou de l'aide ou du mentorat avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que quand tu vas chercher ces choses-là et t'es amené dans une direction précise, et il y a plein de monde il y en a plein maintenant des mentors qui peuvent vous aider par rapport à ça, ça facilite énormément. De un, ça vous évite énormément d'erreurs, et de deux, vous allez gagner beaucoup de vitesse par rapport à cette transition-là. Et ça va peut-être préserver votre passion. Je vais vous dire quelque chose de très plate, là, mais la meilleure façon de tuer une passion, c'est d'en faire une business. Ouais. Parce que justement, malheureusement, plus que la business va croître, moins qu'on a le temps de création, moins qu'on a de temps pour
appliquer notre passion, on fait juste la gérer. Donc, mettons justement, comme quand je pense à Quantum, ce business-là, je l'ai vendu parce que je savais que quand je l'ai commencé, Quantum était une boîte, essentiellement à la base, c'était une boîte de communication que j'ai plus recentrée sur la production vidéo dans les années 2010 à peu près. À Québec, il n'y avait rien, donc il y avait une place dans le marché. Je sortais de art et technologie des médias, dans le fond, le programme spécifique en création vidéo. Mais je savais que, oui, j'avais une passion, mais déjà après 1 an l'avoir fait, je voyais que ma passion était en descendant. Donc, je voyais, OK, il y a un besoin dans le marché. Clairement, ce business-là peut grossir, mais clairement, je suis capable de voir mes signes de la business que j'ai levée, je ne pourrais pas l'amener long terme. Donc, stratégie, bon, mais on peut y aller comme ça aussi. Des fois, de lever une business, là, c'est pas nécessairement de passer du 9 à 4 à temps plein, mais c'est peut-être de dire, bon, mais flipper des business, it's a real thing. De dire, on va démarrer des projets, embarquer une personne clé, puis dès le jour 1, comme moi j'avais fait avec Étienne, c'est comme Étienne, cette business-là, est-ce que ça te tente un jour de la racheter? Parce que, regarde, tu vas être mon premier employé et fort probablement mon seul. Je te monte un système, veux-tu le racheter? Ou de runner la compagnie, si tu veux, tu peux avoir une personne qui va pas nécessairement la racheter, mais une personne qui va peut-être la gérer pour toi. Exact. Et ça, c'est toujours un hire stratégique, on peut en parler, mais d'avoir un intégrateur dans une compagnie. Ça, je pense que c'est un sujet pour un épisode complet, mais un intégrateur est la première personne clé, si tu veux, à engager pour une compagnie. Et cette personne-là, non seulement peut, oui, éventuellement racheter la compagnie, mais peut-être, et dans la majeure partie des cas, va la gérer pour toi. Et souvent, c'est comme si on est vraiment passionné par quelque chose, on se rend compte que moi, je suis un excellent créateur de contenu, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de quelqu'un pour la gérer. Et moi, ça m'est arrivé avec Balboa Media, où la majeure partie de nos clients, c'était des créateurs, c'est des personnes qui étaient capables de pousser du contenu de façon phénoménale. Nous, notre force, c'était la gestion derrière ça. Donc, on est allé chercher ces clients-là qui avaient un pouvoir de création de contenu, et on a fait vraiment on a runné la business et on a grossi la business pour eux. Eux n'avaient pas nécessairement besoin de changer ce qu'ils faisaient. Nous, on arrivait avec nos systèmes, puis boum, ça marchait. Donc, d'aller chercher cette personne-là aussi, cette personne ressource, au fur et à mesure, c'est un bon point. Mais pour clore un petit peu le côté, encore une fois, si vous n'êtes pas vous êtes encore dans le 8 à 4 et vous commencez, prenez le temps de valider votre idée, ne vous lancez pas dans le vide, ça c'est super important. Ça c'est un point. L'autre point, comme on l'a dit, financièrement, ne prenez pas des risques inutiles, bâtissez-vous un coussin financier et aussi une sécurité de revenus, dans le sens que vous savez que vous allez avoir grosso modo tant qui va rentrer par mois et là vous allez pouvoir subvenir à vos besoins. Et 3, de comprendre que je dois faire les étapes nécessaires, je dois les faire dans le bon sens afin de pouvoir grossir la compagnie et ensuite aller chercher les bonnes ressources, les bonnes personnes, les bons systèmes, etc. Donc, j'espère que pour ceux qui sont dans cette situation-là, ça peut vous guider. Bien entendu, Mathieu et moi, on est disponibles pour vos questions. Et si vous avez moi, ça, c'est ce qui me nourrit. C'est partir des projets. Je suis un short fuse. Je suis la bougie d'allumage sur justement les projets. Gênez-vous pas, c'est ce qui me passionne le plus, là. Non, c'est certain. Puis des fois, avant de s'embarquer dans quelque chose que vous dites, OK, je suis pas certain que ça fonctionne, envoyez-nous un petit email, podcast@instigateur.com. Ça nous fera plaisir de vous dire, oui, ton projet, ça vaut la peine, continue, ou on peut vous offrir des conseils par rapport à ça. Donc, ça nous fera bien plaisir de vous aider avec ça. Et quand Mathieu sera de retour de sa grippe et back à 110%, vous allez avoir des conseils en or, mes amis. MD, je te laisse te guérir de ta grippe magistrale qui a su manger le titane de ta carapace. Donc, je te laisse aller chercher. Écoute, un petit whisky, ça fait des miracles. NyQuil 7-Up. Un petit NyQuil 7-Up. Ou un NyQuil 7-Up, tu te trompes pas. Un sirop Lambert, Jack Daniels, ça va. Merci encore d'avoir écouté notre podcast et on vous parle très bientôt. Salut. Goodbye.
Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.